France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer le désir masculin en compagnie de Vincent Hupertan. Vous êtes urologue, sexologue et je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, l'Encyclopénis. C'est aux éditions Le Duc. C'est un livre sérieux dans lequel il n'y a que des informations justes. Je le précise. On essaie parce que c'est de la pédagogie et la pédagogie dans la santé, c'est important d'avoir en rapport avec les connaissances réelles au présent sur le sujet. Évidemment. Bonjour Eric. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Eric. Eh bien, parlez-nous de votre désir, Eric. Oh là là, mon désir. Alors moi, j'aime bien le sexe depuis toujours. Et mon désir n'a pas été annihilé par une mode qui a commencé peut-être avec MeToo, où certaines femmes pourraient nous retrancher dans le camp des vilains machos. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même aussi beaucoup de femmes qui sont maintenant à la recherche d'hommes un peu plus virils peut-être. Alors mon désir, moi, il est multiple. Et puisque le sujet aujourd'hui tourne autour un petit peu de l'anal et du plaisir prostatique, j'ai découvert ce plaisir-là avec une dame qui m'a initié, avec des caresses, des préliminaires assez longs, parce que c'est une zone qu'il faut traiter avec beaucoup de douceur et beaucoup de caresses, et il faut savoir prendre son temps. Et j'ai découvert un plaisir décuplé avec un doigt dans l'anus. Effectivement, probablement avec la prostate qui est sollicitée, et j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai que ça fait partie. Quand je me masturbe de mon côté, j'en profite aussi pour augmenter mon plaisir grâce à ça. Et voilà, vous utilisez à ce moment-là un objet ou vous utilisez Oui, j'ai ajouté à ma panoplie un petit godemiché, qui est très bien fait. Un petit un plug, plutôt un plug. Pas de taille. Je précise, parce que encore une fois, il faut le rappeler, n'introduisez jamais un godemiché. Introduisez particulièrement un plug parce que le godemiché pourrait être avalé par le rectum et après ça vous vaut une visite aux urgences. Ah oui, effectivement. Oui. C'est un grand classique d'ailleurs des urgences, c'est des consultations avec un dispositif qui a été entièrement avalé, qui se trouve dans le côlon, donc parfois il faut aller au bloc opératoire. Voilà, oui, c'est quand même embêtant. Oui, non, c'est vraiment important parce que, je dis pas ça pour vous, Eric, je le dis parce qu'on est obligé de donner cette information puisqu'on en parle. Tout objet qui n'est pas avec un rebord, qui justement... qui peut être facile de tenue. Qui est retenu justement, pourrait être aspiré par au moment où on pénètre, on fait pénétrer un petit peu et puis un peu plus et après, ça s'avale, voilà. Ouais. Alors tout à l'heure vous parliez de 50% d'hommes qui veulent pas qu'on aille de ce côté-là, et il me semble qu'il y a un petit malentendu. Je crois que la réticence vient aussi du fait que certains ont peur de passer pour des homos. Bien sûr. Parce que il y a encore dans une catégorie d'hommes qui sont anti-homo, j'allais dire, ou qui veulent surtout pas entendre parler de cette partie-là de leur imaginaire, parce que je pense qu'on a. Et c'est dommage parce qu'ils se privent d'un grand plaisir, mais tant pis pour eux. Alors, il y a aussi cette notion-là, vous avez raison Eric, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la peur, la peur d'avoir mal, des trucs un peu comme ça, très, très viscéral. Oui, puis aussi peut-être le côté scatologique. C'est un endroit où il n'y a pas que des jolies choses qui se produisent. Donc voilà, mais ça demande d'ailleurs une excellente hygiène. Moi, j'adore la caresse, les coups de langue sur l'anus. C'est quelque chose qui est pas du tout répandu, mais que je trouve excellent. Ça fait partie des choses que si la partenaire le fait, ça ajoute encore au plaisir. Et je pense que certaines femmes apprécient aussi. Vous l'avez dit aussi, le fait que c'est un endroit qui n'est pas naturellement destiné, donc il y a toute une préparation, donc c'est tout un savoir-faire, toute une préparation qui se fait, et ça c'est pareil au niveau des deux sexes, donc c'est pas nécessairement facile d'aborder ça parce que c'est vite douloureux et désagréable.
Et grâce à des émissions comme la vôtre, ça évite justement que ça tombe dans le tabou, qu'il y ait des sujets qui restent cet obscur objet du désir. Et grâce à vous, donc, on arrive à mettre les sujets sur la table et échanger. Et ça, c'est important. Il y a moins de malentendus hommes-femmes. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit par rapport à ce sujet, justement, Eric, et je crois que c'est important de le dire. On est en plein dans le stade anal, et je rappelle que le stade oral, anal et ensuite phallique et génital sont des stades qu'on découvre quand on est enfant, très petit d'ailleurs, et le stade anal, c'est à l'âge de 2-3 ans. Et suivant la manière dont ça aura été vécu, il peut y avoir quelque chose qui s'est totalement fermé ou qui au contraire s'ouvre. Et je pense que ça, c'est important de le comprendre parce que ça veut dire que y a quelque chose de cognitif qui s'est installé au niveau de cette zone et qui donc peut être changé, pas d'ailleurs parce que c'est pas obligé de changer, mais ça peut être apprivoisé et ça peut être modifié. Ça va dépendre de chaque individu et il faut savoir que quelque chose qui serait vraiment a priori pas du tout désiré, ça peut être dû à quelque chose qui remonte à l'enfance dont on ne se souvient pas évidemment. Comme toutes les blessures d'ordre sexuel, c'est qu'il y a des choses qui traînent dans notre mémoire. Parfois c'est caché, parfois la psychanalyse peut les montrer, mais c'est quelque chose qui va modifier à vie nos peurs et nos craintes irrationnelles. Alors à vie non, parce qu'on peut avancer. On peut avancer. Il est toujours possible de changer la manière de voir les choses, mais ça demande évidemment déjà d'accepter que ce qu'on ne veut surtout pas et peut être dû à un blocage antérieur. Et ça, c'est déjà le premier pas, si je puis dire. En tout cas, Eric, vous n'avez pas de problème visiblement avec votre désir, mais peut-être parce que vous avez une pulsion sexuelle assez forte. J'ai une pulsion sexuelle assez forte. Mais ça m'a pas empêché une fois d'avoir une panne sexuelle. On n'a pas évoqué ce sujet-là. Ouais. Et là, je sais très bien pourquoi c'est arrivé. J'avais beaucoup de désir pour cette dame et je me suis dit, il faut que tu sois particulièrement performant. Elle est très belle, elle te plaît beaucoup. Et la première fois que nous sommes retrouvés au lit, rien ne s'est passé. J'étais inefficace. Et c'est elle qui, avec de la patience, qui m'a mis en confiance et qui m'a caressé avec ses pieds. Rigolo. Et je suis un petit peu fétichiste du pied, donc ça a dû jouer aussi. Et elle m'a redonné vigueur et on a continué brillamment donc notre relation grâce à elle m'a remise en forme, quoi. Voilà. Mais oui, effectivement, moi j'ai un désir qui est soutenu et malgré l'âge, j'ai maintenant 65 ans, je continue de plus en plus. Mais j'ai un grand-père qui a été géniteur encore je crois, il avait la soixantaine, il a eu 3 générations d'enfants, donc c'est peut-être génétique en partie, mais je pense qu'il y a quand même une grande différence homme-femme. Beaucoup de femmes ont la libido en berne, vous avez eu plusieurs émissions à ce sujet, et il me semble que les hommes, eux, nous on continue. Il y a que effectivement une opération de la prostate qui pourrait nous couper dans le traîneau, mais sinon au niveau imaginaire, érotique, on est de plus en plus demandeurs, ou autant en tout cas. Ouais. Alors je vais corriger sur la prostate, c'est que il faut certaines opérations de la prostate peuvent modifier l'érection, mais ça modifie en rien la libido. C'est que faut pas confondre l'érection et désir, avoir la libido. Donc même après un traitement de la prostate, on sait comment redonner à des hommes l'érection avec une aide pharmacologique ou autre chose. Donc c'est deux choses différentes. Et donc on peut très bien avoir. Donc non, l'homme, le testicule ne meurt jamais. Il produit à vie des spermatozoïdes et de la testostérone. Donc, en théorie, la libido des hommes ne s'arrête jamais. Oui, mais sauf qu'on peut les castrer psychologiquement. C'est pour ça que j'ai bien parlé libido et j'ai pas parlé désir, parce que c'est deux choses différentes. On peut avoir une libido très forte et en même temps un désir, parce que finalement il y a une pression qui fait que. Mais vous voyez, je trouve ça intéressant parce que depuis 14 heures où on entend les hommes, on entend même l'enquête dont a parlé Flore, on voit bien que ce qui sort comme ça dans les médias, c'est pas la réalité sur le terrain. Enfin, je veux dire. Les femmes sont pas si castratrices que ce qu'on entend dans les médias et les hommes sont quand même encore très fiers d'être virils et d'avoir du désir et d'avoir des érections et c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est rassurant. On est bien d'accord.
Oui, je crois que c'est important de le dire parce que ça va peut-être rassurer certains qui nous écoutent et qui pourraient croire que les femmes ne veulent plus d'hommes en érection, alors que c'est tout le contraire. Ouais. Est-ce que le malentendu n'est pas à un moment donné le fait que les hommes célibataires ou divorcés, rencontrant des femmes qui ont eu des difficultés amoureuses et parfois des séparations douloureuses, certaines pourraient avoir tendance à se venger un petit peu sur les suivants, même de manière inconsciente. Et c'est ce qui peut faire qu'on a l'impression que certaines femmes ne souhaitent plus des hommes virils, quoi. Et cette espèce de castration, mais involontaire, qu'elles font parce qu'il y a une petite vengeance à faire par rapport à une histoire qui s'est mal terminée. Alors, et on se venge sur le prochain. Oui, vous avez raison. Et puis il y a toute une catégorie de femmes, je ne sais pas quel est le pourcentage, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais qui ont très vite fait l'impasse sur la sexualité une fois qu'elles ont eu le nombre d'enfants qu'elles avaient envie. Et du coup, elles n'ont plus envie non plus d'hommes virils parce qu'elles veulent bien un compagnon, mais pas spécialement un amant, quoi. Oui. Mais il ne faut pas qu'on oublie la majorité silencieuse des femmes qui aiment le sexe, qui aiment se draguer, qui aiment le partage, qui ont désir les uns pour les autres, et qui font que les frais des comportements inadéquats des hommes et des femmes qui sont des comportements complètement aberrants. Et qui sont sûrement assez peu nombreuses, oui. Alors que des femmes, oui, amoureuses ou qui ont envie de sexe, encore, bien sûr, heureusement. Bon, c'est plutôt tout ça est plutôt rassurant. En tout cas, merci Eric de votre témoignage. Merci beaucoup. On va continuer à évoquer tout ça avec vous, bien sûr, Vincent Hupertan. Je crois que on a déjà bien expliqué la différence entre le désir et la libido, mais quand on a une libido en berne, il est forcément difficile d'avoir accès à son désir. C'est quand même beaucoup plus nuancé quand même. C'est quand même nuancé. Et on en parlera. Oui, mais alors on a des exemples concrets. En tant qu'urologue, j'ai eu à soigner pour des cancers à la prostate qui étaient sous traitement hormonal, à savoir plus aucune testostérone. C'est pour des raisons de traitement. C'est une castration chimique. Et pourtant, le lien affectif, émotionnel, amoureux dans le couple, avec tout ce qu'ils ont vécu depuis 30-40 ans, était tellement fort que pour aider le couple à renouer quelque part avec une vie sexuelle, même s'il n'était pas parfaite, juste en donnant l'outil, à savoir l'érection, un traitement pour l'érection, sans donner de la testostérone, donc zéro libido, mais un désir toujours très présent, le couple a renoué avec une sexualité active qui permettrait notamment à madame qui avait encore la libido et à monsieur de satisfaire son épouse, même si lui, elle n'avait plus ce besoin. On a aussi les cas de situations dans lesquelles il y a beaucoup de désirs, mais qui finalement, ils n'arrivent pas à se concrétiser pour des tas de raisons, et on n'arrive pas, on peut avoir le désir peut être tout à fait très présent, même si la libido, à savoir ce besoin physiologique, cette pulsion n'est plus présente, parce que la maladie, parce que l'âge, parce que la... Oui, mais s'il n'y a plus du tout de libido, de testostérone, l'érection, elle est quand même difficile, non ? Justement, on a un traitement. On sait que l'érection, c'est un phénomène vasculaire. On a des traitements. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cet homme qui avait du désir, vous lui avez donné un produit. Un traitement, voire injectable. Donc, il avait une érection. Donc, du coup, il n'y avait plus cette force motrice impulsive qui l'obligeait à aller. Donc, il n'était plus dans le besoin orgastique. Son seul besoin, c'était de donner du plaisir et de retrouver ces moments d'intimité. Et que par une érection pharmacologique, entièrement artificielle, on a renoué avec un érotisme qui n'était pas top, mais qui convenait aux deux partenaires. Bien sûr. Et c'est ça qui est nouveau quand même aussi depuis 98, l'arrivée du Viagra, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement tout homme qui a envie d'avoir une érection, s'il n'a pas d'érection entre guillemets naturelle, il y a tout ce qu'il faut pour que l'érection soit là quand même. On a des outils en comprimé, en produit injectable, voire la chirurgie. On sait comment donner une érection à un homme. C'est quand même bien intéressant et important de le signaler. Allez, on se retrouve après les infos. Vous venez nous parler de votre désir, messieurs ou mesdames. Si vous avez envie de parler du manque de désir de votre homme, vous pouvez également témoigner au 0826 300 300. Petite devinette du jour, quel est le point commun, Vincent Hupertan, entre un préservatif et une photocopieuse ? Vous aurez la réponse après les infos.